Prisonnier du sommeil. Annie Rudnicki. Chapitre 1. La punition. L'insensé. Être arrivé aussi haut en étant aussi bas. Mai 2050. Banlieue parisienne. Pourtant déjà haut dans le ciel, le soleil peinait à se frayer un chemin au travers des tours et autres constructions de béton qui avaient poussé comme des champignons depuis le siècle dernier. Malgré quelques tentatives de coloriage peu glorieuses, en dépit de certains tags créatifs et lumineux, la banlieue parisienne paraissait encore plus grise lorsque l'astre solaire brillait de tous ses feux. Carrée et sinistre, la prison de Fleury-Mérogis offrait ses meurtrières à ses rayons innocents. Indifférent à ce spectacle, le gardien Gilabert secouait le détenu Jaffre depuis une bonne dizaine de minutes, sans résultat. Les autres pensionnaires de la cellule contemplaient leurs camarades endormis sur le sol, certains dubitatifs, d'autres en retrait, un peu effrayés. Le surveillant, accroupi près du condamné, se releva péniblement, opposant une main sur son genou impotent. À 63 ans, la quarantaine passée dans le pénitencier, à côtoyer l'humidité et l'insalubrité, l'avait transformé en un vieillard prématuré. Prendre en charge le malade nécessitait l'aide d'au moins un homme et le brancardier, seul personnel soignant présent au sein de l'établissement, errait dans l'aile opposée, perclus de rhumatisme, n'ayant plus assez de jours d'arrêt de travail pour se reposer et ayant déjà épuisé le maigre solde de ses congés. Il demanda au prisonnier de porter Jaffre sur sa couche, le temps d'aller chercher le médecin de garde qui ne répondait pas aux appels téléphoniques. Le réseau semblait encore défaillant. Gilabert parcourut les longues artères de la Jouelle d'une démarche chaotique, car il souffrait de son articulation. Il trouva le pratricien fort occupé par un cas de pendaison non mortelle, néanmoins très paralysante. Le toubib prêta une oreille distraite au résumé des faits et finit par grogner « On ne devient pas narcoleptique comme ça, débrouillez-vous sans moi ». Gilabert repartit pour chercher un brancard. Il hanta l'infirmerie, boitant à cause de sa hanche, elle aussi rétive à tout exercice prolongé. Il aurait dû être opéré depuis quelque temps déjà. Malheureusement, en région parisienne, il n'existait plus un seul chirurgien qui ne pratiquât pas le sport dépassement d'honoraires. La maigre solde de gardien de prison ne lui permettait pas de telles dépenses. La petite musique de sa souffrance allait crescendo, sans pouvoir interrompre son activité, les arrêts de travail ayant été réglementés. Désormais, un maximum de 2 semaines par an étaient payés aux employés. Les dernières décisions en matière de santé rendaient les soins impossibles pour toute personne ne disposant pas, au minimum, d'un salaire de cadre. Le gardien Gilabert appartenait à cette immense majorité de gens écrasés par des politiques budgétaires de plus en plus serrées dans le domaine public. Le médecin de garde, occupé, chercha l'infirmière qui profitait de ses vacances. Puis il voulut se rabattre sur l'aide-soignant, mais celui-ci déambulait dans l'infirmerie, plié en deux par un lumbago. Il avait lui aussi épuisé son crédit congé maladie. Gilabert dut alors attendre que le praticien en ait fini avec son pendu à moitié, mais entièrement paralysé, pour lui demander de l'aider à transporter le prisonnier. Le toubib réchigna. « Mais je ne suis pas brancardier !» Gilabert lui expliqua la situation critique dans laquelle lui-même se trouvait, et peut-être plus encore le détenu assoupi. Le docteur grimaça et le suivit en renâclant. Mais Jaffre se révéla plus lourd qu'il n'y paraissait, et tous les condamnés présents durent mettre la main à la pâte, enfin, à l'endormi. Une fois allongé sur le brancard, le patient fut emmené à l'infirmerie et y demeura quelques semaines, car l'hôpital carcéral de la région parisienne affichait complet. Le toubib resta perplexe devant ce cas de sommeil comateux que rien n'expliquait, mais il ne s'alarma pas outre mesure. Jaffre appartenait à la catégorie des criminels sexuels sans remords ni repentir. Il pratiqua les prélèvements de sang habituels, mais sans plus. Il n'avait évidemment pas le temps de réfléchir sérieusement à ce problème de narcolepsie un peu spécial. Il envoya les échantillons au laboratoire biologique et vaqua à ses occupations. Jaffre fut mis sous perfusion et personne ne s'en soucia plus, sauf l'infirmière qui, revenue le lendemain de son congé, fut chargée de veiller à son alimentation par voie veineuse. Le médecin du pénitencier avait adressé un email à son collègue de l'hôpital carcéral, mais ce dernier ne regardait plus depuis longtemps son courrier électronique, saturé de prospectus et missives en copie.
Comme personne ne s'était jamais plaint de son absence de réponse, il s'accommodait de la situation sans chercher à y remédier. Le directeur de la prison fut informé de l'infortune du détenu et se rendit sur les lieux pour constater le fait. Jaffre dormait, ronflait même, sans que rien ne puisse le réveiller. Il resta muet, mais sembla soudain très préoccupé. Prisonnier du sommeil, 4e de couverture. 2050. Notre planète bleue poursuit sa révolution dans l'espace. L'humanité, quant à elle, semble en perte. L'humanité, argent, sexe et pouvoir sont à l'ordre du jour. Pour certains, pour les autres, asservissement, misère et répression. Paula, médecin spécialiste de thérapie génique, s'étant souvent opposé à Langlois, ministre européen de la santé carcérale, est par vengeance missionné dans une prison soi-disant à la pointe du gardiennage robotisé, au fin fond du désert tunisien. Dans ce lieu expérimental et fou se produisent une série d'événements, morts violentes, accidents dus à la défaillance du système robotique, combats entre personnels, sans oublier des prisonniers, soi-disant évadés, plongés dans un sommeil inexpliqué. De belles histoires d'amour naissent tout de même dans ce contexte délétère. Les événements s'enchaînent et s'accélèrent jusqu'à une fin et en demi-teinte. Docteur en médecine, à présent en retraite, Annie Rudnicki a travaillé pendant 15 ans dans l'industrie pharmaceutique et la recherche médicale, ainsi que 12 ans au sein des agences de santé gouvernementales. Les conséquences des réductions croissantes de budget de l'État et celles du lobbying des laboratoires pharmaceutiques sur l'érosion du système de santé ont inspiré l'auteur pour écrire ce thriller qui montre jusqu'où pourraient nous mener les dérives du système ultralibéral actuel. Elle se consacre à présent entièrement à l'écriture de romans, scénarios ou pièces de théâtre. Elle a publié une nouvelle, La Tâche, Chemin de traverse, Revue de l'ours blanc et de l'homme bleu, numéro 34, juin 2009. Un nouveau livre est en préparation. Bonne lecture. N'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Je vous retrouve en commentaire ou dans le groupe Facebook Lecteurs, auteurs et éditeurs. À bientôt!